le plaisir de vous savoir très nombreux donc à l'écoute de cette émission à la radio, ou que vous soyez sur le territoire national mais aussi à l'international. À Bokeh, vous nous suivez sur place sur 99.7, la même fréquence à Labé, mais aussi en Guinée forestière, à Zérékouré, à Beila et un peu partout. À Cancan, vous nous captez sur 99 tout court, la modulation des fréquences. Merci de nous choisir 4 moyens pour interagir à nos sujets, à nos débats. GG au 8037 si vous êtes à ou le 657 39 13 13, le même numéro donc en WhatsApp, ou le www.espacefmguinée.info. Ça se passe également sur hashtag espace GG, et un peu plus tard nous allons relayer vos réactions qui vont défiler au même moment à la télévision. À la une dans cette émission, cette date, le 28 décembre 2019, annoncée lundi par Maître Amadou Salif Kébé, à laquelle la CENI se propose de pouvoir tenir les prochaines élections législatives en Guinée. Une proposition des dates loin d'être le fruit d'un consensus, loin s'en faut, mais plutôt source de casus belli au sein de la Commission électorale nationale indépendante. En effet, une partie de ses commissaires, 7 en tout, issus des rangs de l'opposition, n'est pas d'accord, et il l'a fait savoir à travers une déclaration rendue publique à cet effet. Pendant ce temps, les consultations menées par le Premier ministre se poursuivent sans désemparer en l'absence des opposants à un changement constitutionnel. Pour sa part, la majorité au pouvoir reste de marbre et a réitéré hier sa volonté en vue d'une nouvelle constitution en Guinée. Les législatives à la date du 28 septembre sont-elles possibles à ses yeux? Que répond-il à ceux qui y voient une manœuvre de la part de la CENI pour servir un agenda? Quelle nécessité de consulter le peuple sur une nouvelle constitution? Quel regard d'ensemble sur l'état de notre pays? Toutes ces questions posées à notre invité qui va nous rejoindre à 10h dans cette émission, qui n'est autre que M. Amadou Damaro Camara, chef de la majorité présidentielle à l'hémicycle. Il est donc notre invité. Le second invité donc, que nous allons recevoir avant la demi-heure, avant la grande pause, il est présenté comme une des réformes majeures opérées par la gouvernance Alpha Condé au plan économique. Il s'agit du guichet unique du commerce extérieur. C'est une plateforme intégrée de facilitation, de simplification, de dématérialisation, d'anticipation sur les procédures, mais aussi de réduction des coûts dans le cadre des opérations dues au commerce extérieur. Vous allez en savoir dans cette émission comment fonctionne-t-il cet outil, quelles en sont la pertinence et l'opportunité, quels avantages pour les opérateurs économiques évoluant en Guinée et quelles retombées pour l'économie guinéenne. Entre autres questions que nous allons poser à M. Mamoudou Yané. Il est le directeur général du guichet unique du commerce extérieur de la Guinée. Il sera avec nous tout à l'heure. D'autres sujets viendront compléter ce menu. Bonjour à vous, Moussa. Bonjour Aboubakar, bonjour à tous. Bonjour Maf. Bonjour Aboubakar, bonjour à tous. Robert Sarah, bonjour. Bonjour. Bienvenue. Pour commencer, Moussa, les législatives, on s'intéresse aux législatives, une date qui divise la CENI. 28 décembre 2019, je pense que c'était déjà dans les rumeurs couraient que la CENI allait hier annoncer donc une date pour la tenue des législatives. Vous savez, depuis l'adresse à la nation du chef de l'État, les injonctions qui ont été données à son Premier ministre par lui, nous avons juste compris que c'était un ordre qui avait été donné depuis le palais sécrétariat. Et quand c'est le numéro 1 guinéen, celui qui détient le cordon de la bourse, celui qui régente tout dans le pays, quand c'est lui qui donne des instructions, qui exprime un vœu, ben, ces vœux deviennent des réalités. Ça s'exauce absolument très vite. Ouais. Donc je pense que depuis là, la CENI est partie à une vitesse que je n'arrive pas à comprendre. Tout de suite, il y a un travail qui est fait, il y a une date qui est proposée, il y a des déclarations qui sont faites par le président de la CENI sur un opérateur technique qui travaille. Ben, cet empressement dénote quand même de quelque chose des fissures au sein de l'institution. C'est assez ahurissant. Hein, exactement. Ouais. Et moi, j'aimerais qu'on fasse un peu parler les archives. Lorsque la Commission électorale nationale indépendante a eu sa retraite du côté de Kindia en début d'année, au mois de mai, exactement. Au mois de mai, les nouveaux commissaires venaient de prendre fonction et tout. Il fallait donc travailler sur un certain nombre de points. Il y avait, je pense, 3 points. Il fallait tirer les leçons des communales. Il fallait également parler du cadre interne du fonctionnement de la CENI, notamment son règlement intérieur et autres. Il fallait aussi se pencher sur l'avenir, sur l'organisation des élections législatives à venir. Donc, Maître Salif Kébé
il a planté un peu le décor en disant ceci. La finalité de cette retraite, c'est d'abord de faire l'état de lieu de l'institution et de nous allons entrevoir la possibilité de programmer les élections législatives à venir que nous espérons pour cette année 2019. En résumé, nous sommes venus voir un peu plus, avec un peu plus de sérénité, voir comment la nouvelle CENI, quelles sont les règles de fonctionnement en jeu qui concernent le fonctionnement de l'institution. Vous savez qu'il y a les législatives, mais aussi en perspective en 2020, il y a la présidentielle. Après la présidentielle, il y a aussi la fin de notre mandat avec une autre élection. Donc, qu'est-ce qui n'a pas marché? Nous allons tirer les leçons et essayer de le faire pendant cette retraite. À la fin, nous allons nous pencher sur l'organisation des activités concourantes dans les élections législatives. Nous allons normalement rentrer à Conakry avec un projet de chronogramme pour déterminer en combien de temps nous allons pouvoir organiser les élections législatives. Je pense qu'on ne peut pas quand même mettre à l'eau cette déclaration qui a été faite à l'époque par le président de la CENI, par M. Salif Oukebe. C'est ce qui signifie que des moyens ont été mobilisés pour que nos commissaires soient dans un environnement assez, je dirais, assez convenable pour aller travailler pendant, je rappelle, 6 jours aux frais du contribuable. Ils ont travaillé avec, mais pas seulement qu'eux, ils étaient avec des experts qui sont venus de l'étranger. Ils ont travaillé là-dessus. Je pense qu'on n'aurait pas dû attendre que le chef de l'État exprime un vœu pour donner un chronogramme. Oui, mais il y avait eu quand même une estimation de chronogramme à Kindia. La CENI avait tablé sur 235 jours. Exactement. Oui, 235 jours, mais si toutes les contraintes à la fois techniques et financières et matérielles étaient levées. Oui. Abakar, ils ont normalement dit que si toutes les conditions étaient prises en compte, ça allait au-delà même de 235, ça allait atteindre un peu plus de 300 jours. Un peu plus de 300 jours si on mettait tous les paramètres en jeu. Mais dites-moi, depuis cette retraite, depuis l'élaboration de ce calendrier, qu'est-ce qui a été fait par l'institution pour permettre à ce que les moyens soient décaissés afin que nous puissions au moins avoir une date convenable? C'est l'État qui finance. Moi, c'est la question que je pose. Ce n'est qu'à la rencontre avec le Premier ministre. L'État qui finance. Écoutez, l'État a décidé de mettre les moyens. C'est là le problème. Donc, c'est bien facile. Ça veut dire que l'institution c'est pas de sa faute, elle n'a pas eu le moyen à temps pour pouvoir faire son travail. Ça dit que raison pour laquelle les contraintes financières n'ont été levées qu'il y a que 3-4 jours. Mais en même temps, en théorie, est-ce qu'il est normal? Est-ce qu'il est normal parce que tout simplement le chef de l'État exprime un vœu que l'institution amène la Guinée vers le chaos? C'est la question que je me pose. Oui. Parce qu'au lieu de 235 jours, on veut les faire en moins de 100 jours. Exactement. Mais au-delà de cela, mais les points qui ont été inscrits lors de cette retraite, ce sont des points qui sont assez intéressants. Ouais. Il a été mentionné, comment on appelle, les leçons à tirer de la tenue des communales. Mais quelles sont les leçons qui ont été tirées de la tenue des communales? Quelles sont les recommandations qui ont été faites? Est-ce que la CENI peut nous montrer aujourd'hui, peut nous dire aujourd'hui que les élections communales sont complètement achevées et qu'on peut passer à une autre étape? Parce que c'était quand même un point crucial inscrit lors de la retraite de Kindia. Donc, il n'y a pas que la date le calendrier qui avait été annoncé à l'issue de la retraite de Kindia, mais il y a aussi la question des communales qui n'a pas été réglée. Donc, je pense qu'au-delà de tout, la CENI ne peut pas nous dire aujourd'hui, on n'a pas pu travailler sur les différents préalables nous permettant d'aller aux législatives parce que tout simplement l'État n'a pas dénoué les cordons de la bourse. Elle ne peut pas nous dire cela parce qu'il y avait d'autres activités en arrière, notamment une activité assez importante portant sur la commission, sur la tenue des élections communales. Donc, et ce n'est pas parce qu'un vœu exprimé par le numéro 1 guinéen qu'il va falloir trouver coûte que coûte une date, même si c'était le 31 décembre 2019, pour aller à ces législatives. C'est une élection assez importante. Il s'agit quand même du renouvellement de nos représentants au Parlement. On ne peut pas jouer avec. Et tous les risques que nous courons, je pense que l'institution ne peut pas se permettre d'aller comme ça à tue-tête, tout simplement parce que le chef de l'État en a exprimé les vœux. Merci Moussa. Cette date donc qui risque de faire voler en éclat la CENI, l'unité en tout cas de la CENI. C'est clair, je crois hier on en parlait hier, c'est Roby qui ça a déjà volé en éclat puisqu'il paraîtrait qu'hier ils sont allés même jusqu'à la main. Certains commissaires. Non, pas forcément hier, c'était le vendredi. Le vendredi, pardon. Ils sont allés à la main. Il y a cette division qui s'est dessinée justement au niveau de la date parce qu'on en parlait hier. Il y a une partie qui estime qu'on ne peut pas organiser les élections courant 2019, que le temps qui reste ne peut pas permettre d'organiser des élections dignes de nom, une élection qui répond aux normes. Donc il fallait attendre au-delà de 2019, c'est-à-dire peut-être dans le premier trimestre de 2020, pouvoir l'organiser. Mais non, il y a cette autre partie qui, non pas parce qu'ils veulent la tenue des élections, mais on veut faire plaisir
au président de la République qui a exigé à ce que tout soit mis en œuvre pour pouvoir organiser ces élections. Et hier, le président de la CENI, dans sa communication, a dit quelque chose qu'il ne faut pas laisser quand même. Il a dit que le Premier ministre a pris acte de la décision et qu'ils vont prendre des dispositions. Ce qui veut dire que les dispositions ne sont même pas disponibles, mais ils vont encore les prendre. Et quand on sait que ça dépend de la volonté d'un homme, de son humeur, qu'est-ce qui garantit même que cette date sera tenable? Parce qu'encore une fois, les choses ne se passent pas normalement. Ça n'obéit pas à une règle. Il y a un enjeu derrière. L'enjeu pour qui? L'enjeu pour qui? Oui, justement pour le même homme. Justement, c'est là la question. Je pense que c'est ce que le président de l'UFR essayait de soulever hier en disant que tout tourne autour du même objectif, c'est-à-dire permettre au président d'aller au-delà de ces 2 mandats. Maintenant, comment ça va se dessiner? Est-ce en cumulant le référendum avec les législatives ou en faisant traîner les choses? Toujours est-il que ce qui se dessine aujourd'hui, ce n'est nullement... on n'obéit pas à un calendrier. On est en train de faire les choses selon le bon vouloir. Et hier, j'ai écouté les commissaires de l'opposition au sein de la CENI qui disent ne pas être d'accord avec cette date. Mais en même temps, qui se contentent de condamner. Et c'est un peu ce que tout le monde disait dans le studio hier. Il y a un goût d'inachevé, franchement. C'est-à-dire, on n'est pas d'accord, mais quand même, ce sont des commissaires qui comptent bien poursuivre le travail avec l'institution. Mais l'institution, lorsque le président dit que je veux cette date, mais ce qui est sûr, c'est que le travail obéira justement à cette date. Et vous voulez continuer à travailler, pourtant vous n'êtes pas d'accord avec cette date. Je pense que l'incohérence est énorme, mais seulement on y est habitué avec les politiques. Parce que quitter de telles institutions, ce n'est pas facile parce qu'on pense sur tout ce qu'il y a autour. Mais je pense qu'à un moment donné, surtout on a vu la fermeté que le président de l'UFR voulait montrer hier. Mais justement, ça passe par des choses aujourd'hui. Lorsque on parle de la crédibilité de cette opposition, l'exemple qui vient automatiquement, c'est l'Assemblée nationale. Ils figurent dans les institutions, mais lorsqu'ils dénoncent ce qui est en train d'être fait, ils ont des éléments clés qui certifient que le travail on n'est pas en train de bien faire le travail et que si on va à bout ainsi, on va carrément dans le mur. Mais non, ils ne quittent pas. Ils se contentent de dénoncer, de sortir dans les médias, de dire qu'on n'est pas... Mais de quoi vous voulez être fort? Le nerf de la guerre. Vous voulez être fort du nerf de la guerre. Parce qu'à un moment donné, ce sur quoi il faut compter, c'est quand même cette population. Parce que c'est vrai, on dénonce, on met sur table tout ce qui ne marche pas. À un moment donné, je pense que c'est le poids ou bien la volonté du peuple qui va faire changer d'avis aux uns aux autres. Mais lorsque vous qui voulez parler au nom de ce peuple, vous n'inspirez même plus confiance parce que là où il faut taper du poing sur la table, on ne vous voit pas. Parce que cette déclaration, on condamne, on n'est pas d'accord, c'est pas juste. On est habitué, c'est en plus trop facile. Mais à un moment donné, il faut des actes forts. Cette date, on verra bien. Moi, je n'y crois pas trop. Moi, je pense que c'est quelque chose qui est mis parce que, comme je le disais encore hier, on est dans une logique où on nous sert tout et rien, juste pour pouvoir passer le temps. Il y a un objectif qui est là, on le connaît. On va observer, mais moi, je pense que cette date, peut-être avant d'y arriver là, on nous dira non, c'est les fêtes de fin d'année, on va permettre que ça soit en janvier. On verra bien, mais moi, je veux bien voir. Bien, parce qu'en réalité, ce sont les délais légaux qui ont été comprimés, compressés pour pouvoir obtenir cette date du 28 décembre. Oui, mais en tenant compte du passé et toutes les difficultés que cette institution même a eu pour se mettre elle-même en place, en règle, en son propre sein, je pense qu'il n'y a pas matière à précipiter une élection. Ce n'est pas parce que le président de la République a fait une déclaration, a dit que lui, il veut que les élections se tiennent courant cette année, que la CENI, qui est quand même un élément indépendant, une institution indépendante, en théorie, va se permettre de précipiter dans un calendrier aussi réduit pour organiser une élection qui finalement sera certes contestée du point de vue des difficultés qu'on connaît. Je pense que le gouvernement, même si le gouvernement a dégagé les fonds nécessaires qu'il faut pour permettre à cette CENI d'organiser, c'est le rôle du gouvernement. Le gouvernement a joué son rôle et s'est arrêté là. Mais cela n'oblige pas la CENI. Je pense que c'est une commission indépendante. Elle doit avoir le courage de dire au président, aux institutions, merci, vous nous avez donné. Cette indépendance n'existe pas. Oui, mais c'est ce que je dis. On dit normalement, c'est ce qu'il faut. C'est ce qu'il faut dénoncer. Absolument, totalement théorique. C'est cette indépendance-là qu'elle devrait avoir. Elle devrait pouvoir dire au gouvernement, vous nous avez donné le pactole nécessaire pour organiser les élections. C'est bien, l'argent est là. Mais techniquement, ça ne peut pas se tenir en la date d'ici fin 2019. Donc, laissez-nous le temps d'examiner toute la problématique et de sortir un calendrier tenable moins contestable. C'est ce qu'il fallait. Mais bon, encore une fois, les institutions dans notre pays, leur indépendance
est une grande difficulté. Mais au même moment, les commissaires, comme l'a dit Maf, Et au même moment, les commissaires aussi ils sont pas suffisamment courageux. J'en parlais hier. Exactement. J'en parlais hier. J'ai dit que le combat doit être complet pour l'opposition. Ouais. Le combat doit être complet. Le nerf de la guerre. Ils vont nous dire qu'ils y sont parce qu'il faut qu'ils restent au sein de l'institution pour savoir les manœuvres qui sont en train d'être orchestrées. Mais ça n'a pas de sens. Mais leur présence n'empêche pas ça. Votre présence permet à toute l'humanité de savoir que nous avons une CENI tout de même paritaire dans notre pays, une CENI composée de partis de l'opposition, qui de la fonctionne, mouvance. qui fonctionne. Ça la crédibilise. Ça la crédibilise. C'est Effectivement. ainsi que vous avez crédibilisé le Parlement. Moi, je pense que le combat doit être complet, il doit être entier. Ne nous mettez pas en face un argument tel que vous avez besoin de savoir ce qui se passe. Non. L'élément central. Hier, le président de l'UFR a dénoncé une structure parallèle qui est en train de tout faire. Voilà que l'opposition ne maîtrise même pas. Et le représentant de l'UFR, Makanera, il s'est exprimé hier, il a dit la même chose, qui ne comprend pas comment est-ce que le chronogramme a été élaboré, il n'a été associé à rien, mais qui n'est pas prêt à l'accepter. Je ne sais pas comment il va s'y opposer. Dans leur déclaration, ils disent que le président de la CENI l'a fait tout seul avec quelques techniciens. Il paraît qu'il a élu domicile dans la Cité des Nations, à la Villa 33, où le travail est en train d'être fait. Mais encore une fois, c'est le péché mignon de tout le monde dans cette situation. Et l'opposition et les partis politiques qui s'associent à un moment donné lorsqu'il s'agit de partager les gâteaux, ils sont là. Mais après, même si le travail n'est pas fait, on garde silence. Et le jour où ça éclate au beau jour, on commence à dire non, mais nous, on se désolidarise, etc. Vous vous désolidarisez en théorie, mais physiquement, vous êtes là. C'est quand même bizarre. Ouais. Allez-y, Tamba. Bonjour. Bonjour. Moi, je vais vous dire, ils resteront à l'Assemblée nationale. Et à la CENI. Ils resteront à la CENI. Parce que quand on demandera à ceux de l'opposition, par exemple, ceux issus des rangs de l'opposition, démissionner de la CENI, ils vont dire à leur parti, mais quand il s'est agi de démissionner de l'Assemblée nationale, vous n'avez pas voulu. Laissez-nous manger aussi. C'est une histoire de mangement, cette histoire-là. C'est tout. Et donc, ça va se poursuivre comme ça. Malheureusement, moi, je fais un constat préliminaire. C'est de dire que ces gens feront toujours ce qu'ils veulent. Parce qu'ils savent qu'en face d'eux, il y a un peuple qui gobe tout, qui oublie tout, qui efface tout, parce que simplement on est de la même communauté, parce que simplement on est de la même région, parce que simplement on est du même parti politique. Il y a un peuple qui avalise tout. Je pense que ça c'est un problème majeur. Je pense que c'est même le plus gros problème que nous avons aujourd'hui. Et ça me fait revenir à cette idée. Moi je pense que c'est comme ça je la formule. Un prince n'est fort que de la faiblesse de ses sujets. Monsieur Alpha Condé, seul, il dit à la CENI, faites ça, on fait. Il dit à l'Assemblée nationale, bon, votre mandat était fini, mais continuez. On continue. Quand il dit c'est ça, tout le monde accourt. Tout le monde lui obéit au doigt et à l'œil. Mais c'est quand même une réalité qu'il faut pouvoir souligner. Sinon, comment fait-il pour rouler tout le monde dans la farine? C'est sa volonté qui est en train de fonctionner là. Tout le monde est contraint d'y aller. L'opposition, c'est ce que je disais à monsieur Sidia Touré, on est incapable d'imposer un débat. Or, les partis politiques d'opposition, mais également la société civile, en temps normal, sont capables d'introduire des sujets de débat majeurs à l'intérieur. Mais finalement, les seuls débats qui sont abordés, c'est les débats sur les législatives, c'est le débat sur les communales. Aujourd'hui, c'est le débat sur la nouvelle constitution et les consultations nationales. Qui l'a introduit dans le débat public? Encore une fois, il s'agit de la mouvance. Revenons à la CENI plutôt. Voyez ce qui se passe. Alors, on apprend qu'on aurait besoin de 90 jours francs pour pouvoir le faire. Eh bien, lorsque le processus sera enclenché, bien sûr, eh bien, on vous dit, non, on peut le faire en moitié de jour. En moitié de temps. Au lieu de 90, on va se retrouver avec 45. De 45, on vous dit non,
Et même 25 jours, on peut. Ouais. Vous parlez de la révision de la liste électorale. Exactement, de la révision de la liste électorale. Mais la révision de la liste électorale, m'apprenait M. Soropogui il y a quelques jours dans le grand direct de l'actualité. Mais c'est une palette de phases. Effectivement. C'est une palette de phases. Ouais. C'est la phase la plus cruciale. Exactement, la phase d'audit est terminée. L'audit qui a permis de faire lumière sur un certain nombre de manquements, d'anomalies sur lesquels il faut revenir. Mais après cela, Aboubacar Diallo, toute la logistique et toute l'organisation qui doit encadrer les processus de révision des listes électorales, mais imaginez ce que ça fait. À l'échelle nationale, pardon. Ensuite, qu'il faille introduire un contrôle physique. Il ne s'agit plus de lire, non, sur papier, bon, on va lire, ceci revient physique 2 fois. Et individuel. Vous imaginez un contrôle physique. À quel moment on finit ça? À quel moment on revient au dépouillement? Parce qu'au-delà du dépouillement, donc ce traitement qui va suivre, il faut ensuite éditer de nouvelles listes et en vérifier conformité, à la fois sur les documents, mais également sur la réalité du terrain. Ouais. Et c'est seulement après ça qu'on va aller à l'édition des cartes des lecteurs, leur dispatching sur les bureaux de vote. En fait, c'est tout un process. On veut le cadrer en 25, on veut le réduire en 25 jours. L'idée de cette contraction, c'est justement de pouvoir biaiser le processus derrière. Quand c'est raté, souvent, c'est mal fait. Et donc, encore une fois, je rejoins carrément Moussa Moïse là-dessus. Et d'ailleurs, vous vous rappelez quand je disais que l'opposition n'a même pas allé s'asseoir à la table de la consultation, parce que le simple fait d'être présent, ça apporte du crédit à la chose. Ouais. C'est pourquoi il faut qu'il y ait une cohérence sur toute la ligne. Ouais. L'Assemblée nationale, il est grand temps d'en partir. La CENI, c'est le moment de partir. Ouais, ouais. Et il faut enchaîner plus loin, parce même aux consultations nationales. Ils peuvent le faire parce qu'il reste encore une dernière session, la session du budget, la session budgétaire qui doit s'ouvrir normalement le 5 octobre. Peut-être que ceux de l'UFDG, dans 3 semaines. Normalement, ils ont encore le temps ils n'iront pas de partir. Peut-être que ceux issus des rangs de l'UFDG certains voudront partir. Pourquoi s'ils ne l'ont pas fait jusque-là, c'est pas demain. Parce qu'il y a un moment, vous vous rappelez, lorsqu'il avait été demandé aux commissaires issus de l'opposition de quitter la CENI, certains même ont répondu à leur leader, mais toi aussi tu es parti, tu manges là-bas. Tu veux que moi je mange pas. On sait par exemple que Étienne Soropogui était avec Mokhtar, mais il n'en est pas parti. Il n'y a que quelques-uns qui ont claqué la porte le temps d'une période. Donc c'est pourquoi je dis peut-être qu'à nouveau, ceux de l'UFDG voudront en partie vouloir céder à cela, mais c'est perdu d'avance. Parce qu'on sait que cette histoire, ce que je disais à M. Sidia Touré hier, cette histoire du peuple, on le fait pour le peuple, c'est connu, ça n'a jamais été de nous, il s'est toujours agi de leur ventre et de leurs besoins. Et de leur confort. Allez, il faudrait éviter des coups de force imposés à travers des exercices démocratiques. Les grandes gueules. C'est une sorte de manège que beaucoup de chefs d'État africains utilisent. C'est-à-dire qu'on prend la démocratie comme le bel argument, mais en dessous, il n'y a absolument rien d'autre que des décisions dictatoriales. Ouais. Et c'est sûr à quoi nous sommes en train d'assister. Et la CENI doit nous éviter une crise, une profonde crise. Ouais. Une élection, on n'a pas à leur apprendre cela, c'est préélectoral, c'est électoral et c'est post-électoral. Ouais. Il y a énormément de paramètres à mettre en place. Vous ne pouvez pas, pour une élection aussi importante, aller droit dans le mur. Il faut faire attention. Ouais. Et aussi à l'opposition, de ne pas cautionner un principe et sortir dans les médias pour dire nous ne sommes pas d'accord. Mais vous êtes en train d'être d'accord en travaillant, en y restant et en travaillant là-dessus. Ouais. Je pense qu'il faut être véritablement conséquent sur toute la ligne. Aussi, faudrait-il qu'on se rappelle que dans notre pays, je ne sais pas s'il y a une date, une échéance électorale qui a été respectée dans notre pays, sans qu'il y ait des grabuges, sans des anécroches, sans des conflits, des violences, des affrontements dans la rue. Je me pose la question, pourquoi ça ne marche pas? Pour quelle raison? Bien, Moussa. Allez-y, ma folklore. Et c'est justement ces questions. Moi, la question que je me pose, c'est souvent à l'endroit
du président de la République. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, quand le Guinéen parle de la politique, c'est-à-dire ils ont fait qu'on est plus dégoûté par la politique qu'autre chose. Alors que la politique, quand même, dans certaines nations, elle est très belle. Parce que c'est mené de telle sorte que c'est vrai qu'il y a des problèmes, mais au finish, c'est un résultat. Mais aujourd'hui, je me pose la question... Ailleurs, ça résout des problèmes. Ça crée des problèmes. Ailleurs, les élections, c'est des moments de fête. Ouais. Ça finit et puis vous allez à autre chose. Et puis, mais ce que je ne comprends pas, c'est que le président de la République, après tant d'années de lutte, il se retrouve à la tête d'un pays. Il avait deux choix. Ouais. Travailler bien, faire les choses bien et partir tranquillement. Comment, après tant d'années de lutte, il a choisi de faire les choses comme ça? Ouais. Comment il a accepté qu'on retienne ça de lui? Que des Guinéens continuent à parler des problèmes tous les jours, mais pas de développement. Ouais, pourquoi il n'a pas pensé à s'aligner sur la liste des grands hommes de ce continent? Ouais. Pourquoi? Qu'est-ce qui l'a empêché? Qu'est-ce qui l'a empêché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Je me suis posé tellement de questions. Ouais. Est-ce que c'est parce qu'il est venu, le système a été plus fort que lui? Comment ça se fait qu'il n'ait pas pu dompter tout ça et pouvoir en sortir gagnant? C'est le destin. Le destin de la Guinée en même temps. Non, son destin à lui. Ouais. Et donc notre destin de facto. Comme on le dit pour en rire, parce que là, il y a Dieu dedans. Ouais. Vraiment, alors ça, Dieu n'a pas été gentil avec nous. Il y a Dieu dedans. Parce que là, au bout de 9 ans, on se retrouve avec tellement de problèmes, pendant qu'ailleurs, on avance. Encore au Sénégal, je lisais hier, c'est la gratuité, par exemple, des traitements, la chimiothérapie pour toutes les femmes qui souffrent. C'est des exemples comme ça. Il faut résumer tout ça en quelque chose, Maf. Non. Il faut reconnaître que dans ce pays, quand même, la responsabilité est énorme. Si le président de la République en est arrivé là, c'est parce qu'en face, il a des adversaires qui eux aussi ont perdu leur crédibilité. Non, laisse-moi aller jusqu'au bout. Il n'en a pas besoin. On n'a pas besoin. Permettez-moi. À supposer qu'il n'ait pas d'adversaire fort. Non, il a des adversaires devant lui qui ont perdu leur crédibilité vis-à-vis du peuple. Non, le peuple les suit encore. Le peuple les suit. Le peuple les suit encore. Le peuple suit dans le schéma que toi-même tu as indiqué ce matin. Dans un schéma ethnique, dans un schéma régionaliste, dans un schéma communautariste. Tous ces schémas-là sont dus à quoi? Tous ces schémas-là sont dus au fait qu'il n'y a pas un seul leadership qui draine tout ce monde-là, qui fédère tout le peuple. C'est ça le problème. Et c'est ce qui devrait émaner justement de la présidence. À partir du moment où cette fédération-là c'est dissoute dans des considérations régionales, ethniques, etc. Je pense qu'à la différence de l'opposition, à la différence des leaders de l'opposition, c'est là où il y a la faiblesse du sujet, d'où la force du prince, comme le schéma du combat. Mais à la différence de l'opposition, le chef de l'État, lui, il a la possibilité de décider, de changer de façon concrète. Les autres n'ont pas cela. Mais justement, qu'est-ce que lui, il a fait du pouvoir que lui donne une présidence? C'est ça la question. Ouais. Parce que si on se retrouve dans un débat comme ça, c'est vrai que les autres sont ce qu'ils sont. Mais après, qui a permis à ce qu'on se noie dedans comme ça profondément? Il y a des problèmes politiques partout. Mais qu'un pays reste comme ça tous les jours, tous les matins, qu'on parle de politique, pas de développement, mais il faut dire que c'est la politique qui ne suit pas. Bien. Vous êtes au pays d'Alpha Condé. Radio Espace Guinée. Les grandes gueules prônent un politique tant d'événements inattendus, bizarres, que la Guinée paraît fumer la moquette. Chez les GG, la politique, vie de société, les grandes gueules, pour l'intérêt de la Guinée.